Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, le cancer, un véritable problème de santé publique. Au Sénégal, 6800 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Ce 4 février est célébré la journée mondiale contre cette pandémie. Khalifa Sall sonne la mobilisation dans le cadre de son différend avec le ministre du cadre de vie sur la gestion de la place de l'Indépendance. Le maire de Dakar a appelé à un rassemblement cet après-midi devant l'hôtel de ville. Le professeur Mayacine Diagne, spécialiste en décentralisation, parle d'enchevêtrement des compétences et en appel à l'arbitrage du chef de l'État. 50 millions de dollars pour accompagner la finance digitale, annonce de la Banque africaine de développement à l'ouverture ce matin d'une table ronde ici à Dakar. Les transferts financiers via le téléphone mobile dans l'espace IMOA sont évalués en 2015 à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Également au sommaire, les sports avec Tanda Khandiaï et en fin d'édition, la revue de presse qui porte la signature de Arono Diouf. Amadou Ndiaye est à la technique. La RTS a reçu ce matin l'ambassadeur de France au Sénégal, une visite de courtoisie de Jean-Félix Pagano qui s'est imprégné des conditions de travail des agents de la radio-télévision sénégalaise. Actualité oblige, il a été interpellé sur les questions liées au terrorisme. Selon lui, il n'y a pas de menace spécifique qui pèse sur le Sénégal, mais il constate que notre pays est dans une zone assez agitée et qu'il est essentiel de travailler sur la prévention. Nous écoutons son Excellence Jean-Félix Pagano, interrogé par Aïssatou Toussal. Il n'y a pas de menace spécifique qui pèse sur le Sénégal. C'est notre évaluation. Quand on dit menace spécifique, ça veut dire que nous reconnaissons qu'il y a une menace, mais il n'y a pas une menace particulière. Cette menace, elle est globale. Elle touche toute une série de régions. Elle touche potentiellement toute espèce de communautés différentes. Je dirais même, il peut y avoir des attaques qui sont lancées au hasard. Donc voilà, il n'y a pas de menace spécifique. Maintenant, le constat aussi est que le Sénégal est dans une zone troublée, à proximité de lieux où nous savons qu'il y a un terrorisme actif, et donc il est essentiel de travailler sur la prévention. C'est la préoccupation principale du gouvernement sénégalais. Et je crois que tous les Sénégalais ont pu constater que toute une série de mesures sont prises par le gouvernement, aussi bien de contrôle des mouvements que de sécurisation de lieux qui pourraient être des cibles, que ce soit des bâtiments administratifs, des hôtels et des lieux de loisirs. Ce sont des mesures sages et je suis sûr que les Sénégalais les comprennent et les apprécient. En tout cas, nous sommes particulièrement reconnaissants aux autorités sénégalaises des mesures qui ont été prises pour renforcer la sécurité autour de nos emprises. Voilà, l'ambassadeur de France au Sénégal à l'issue de sa visite ce matin ici dans les locaux de la RTS. Tout à fait autre chose, le cancer responsable de 13% des décès selon l'Organisation mondiale de la santé et 72% des nouveaux cas sont enregistrés dans les pays en développement. La communauté internationale célèbre ce 4 février la journée mondiale de lutte contre cette pandémie. Au Sénégal, 20 000 cas sont diagnostiqués chez la tranche d'âge la plus productive et 800 nouveaux cas par an chez les enfants. Le ministère de la Santé et la Ligue sénégalaise contre le cancer, les associations de lutte contre cette maladie sont en conclave pour échanger sur les voies et moyens afin d'éradiquer ce fléau. Voici le compte rendu de Maria Mamane. La lutte contre le cancer est considérée comme une priorité nationale par le ministère de la Santé et de la Prévention. Un tableau sombre de la situation a été dressé par la Ligue contre le cancer. Fatma Guenoun, présidente de la LISCA. Selon l'OMS, 10 millions de nouveaux cas apparaissent chaque année dans le monde avec 6 millions de morts. En 2020, il est prévu 20 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde et 10 millions de morts, dont les 75% surviendront dans les pays en développement, notamment l'Afrique. Le cancer du foie, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et le cancer de la prostate sont les cancers les plus fréquents chez les adultes, alors que chez les enfants, les cancers du sein, des os, de la rétine et des reins sont les plus diagnostiqués au Sénégal. Pas mal de mesures ont été prises par les autorités pour mieux prendre en charge cette pathologie. Dr Papa Amadou Diak, directeur général de la santé. Nous voulons effectivement protéger davantage le couple mère-enfant. Nous avons parlé du cancer du col de l'utérus, du cancer également du sein, et vous voyez que la santé de la reproduction donc, est fortement concernée. Nous voulons aussi promouvoir la prévention.
Nous avons parlé de la vaccination contre le virus papillomavirus humain. Et je pense que par rapport à ça, nous devons aussi promouvoir, entre autres, la vaccination et d'autres mesures préventives. Et à cela, on peut donc penser à la lutte contre le tabac. Et je crois que notre pays est en train de faire beaucoup d'efforts dans ce sens. En dehors de l'hôpital Aristide Le Dantec, l'hôpital principal de Dakar, l'hôpital général de Grand Yoff et celui de Fann seront des structures de prise en charge du cancer et un centre d'oncologie est prévu à Diamniadio. À partir de ce 4 février, une campagne contre le cancer démarre sur le thème « Nous pouvons, je peux », une campagne qui va durer 3 ans. La suite du bras de fer entre le ministre du Renouveau urbain et cadre de vie et le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, autour du projet d'embellissement de la place de l'Indépendance. Le professeur Mayacine Diagne, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et spécialiste en décentralisation, pense qu'il y a enchevêtrement des compétences et selon lui, tous les 2 départements ont bien le droit de gérer ce projet. C'est pourquoi il préconise un arbitrage du chef de l'État pour déterminer les limites de chacun. Le professeur Mayacine Diagne au téléphone de Tida Sané. Il y a des difficultés en matière d'enchevêtrement des compétences. Si je raisonne comme un pénaliste pour parler de la qualification des faits, on peut qualifier le projet d'embellissement de la ville de Dakar comme un projet d'aménagement urbain. Maintenant, qui est compétent pour ce projet? La ville ou le ministère? D'après un décret du président de la République qui nomme le ministre en charge du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, le ministère en charge du renouveau urbain a bien compétence parce qu'il est habilité à prendre en charge l'amélioration du cadre de vie. Mais sur un autre plan, le maire de Dakar, en matière d'embellissement et de projet d'aménagement, est doublement compétent. D'abord, parce que le maire a ce qu'on appelle en droit de la décentralisation une compétence d'attribution. Le maire a compétence en matière de plan d'occupation des sols, des projets d'aménagement. Mais le maire a une autre compétence également ici, c'est que ce projet d'embellissement est en réalité ce qu'on appelle une compétence transférée. Professeur, à vous entendre, ça sera difficile de les départager. Il faudrait qu'il y ait un arbitrage. Le ministre de l'Intérieur aurait pu, au niveau de cette réunion-là, ou bien aller faire un arbitrage du président de la République pour dire, en réalité, qui est compétent. Jusqu'où l'État est compétent en matière d'embellissement de la ville, jusqu'où le ministre du Renouveau urbain est compétent et quelle est la compétence du maire. Mais tout est prévu dans les textes. Il y a un problème de répartition. Il faut qu'on les départage. Et je crois que pour cette histoire-là, il faut absolument un arbitrage du président de la République. Voilà le professeur Mayacine Diagne, spécialiste en décentralisation. En 2015, les transferts financiers via le téléphone portable sont estimés à plus de 5 000 milliards de francs CFA dans l'espace de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Cela a été révélé à l'ouverture de la 4e table ronde de l'initiative africaine sur les politiques de services financiers via le téléphone mobile. D'ailleurs, la Banque africaine de développement compte mettre en place un fonds de 50 millions de dollars pour accompagner la finance digitale. La rencontre est organisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Khadifal Koulibaly. La table ronde des leaders de l'AMPI, 4e du genre, est celle de l'institutionnalisation de l'initiative africaine sur les politiques de services financiers via la téléphonie mobile. C'est entre autres apporter des réponses aux défis du développement des paiements via le portable. Il s'agit notamment des modalités d'une intégration plus poussée des services financiers digitaux dans le secteur de la microfinance. Le président de l'AMPI, par ailleurs gouverneur de la BCEAO, Thiemoko Mélié connaît. Il s'agit aussi de la coopération entre les régulateurs dans le domaine des opérations transfrontalières et les transferts des migrants. Il s'agit également de l'organisation optimale des réseaux de distribution de la monnaie électronique en vue d'accroître la dissémination de ces services de paiement. Il s'agit enfin de l'interopérabilité des services financiers
par la téléphonie mobile. L'initiative africaine sur les politiques de services financiers via la téléphonie mobile a comme objectif la facilitation et l'inclusion financière, toutes choses qui font partie des 5 priorités de la BAD. D'ailleurs, la Banque africaine de développement va mettre en place un fonds de 50 millions de dollars pour la finance digitale. Dont le rôle sera de soutenir des innovations financières permettant de promouvoir l'inclusion financière en Afrique. Le vice-président de la BAD, Stéphane Naltambi. Il s'agit d'un fonds financé entre autres par la Fondation Gates et la BAD, avoisinant les 50 millions de dollars américains. C'est dire que nous nous sommes positionnés comme un partenaire de choix dans le domaine de l'inclusion financière par la voie digitale. L'Alliance a pour objectif l'identification de solutions efficientes pour promouvoir les services financiers offerts via la téléphonie mobile et de faciliter la mise en œuvre de ces politiques et cadres réglementaires adéquats à travers une coopération entre les régulateurs africains. Merci Khadifal Koulibaly. 13h11, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. La rareté du poisson à Ziguinchor, les mareyeurs disposent difficilement de la ressource. Sur le pourquoi de cette situation, suivons les explications de notre correspondant à Ziguinchor, Younous Diédou. À Boudodi, un quartier de Ziguinchor, un vent glacial souffle sur la berge, sur le hangar du quai de pêche. Seuls quelques étals disposent encore du poisson sur la berge. Quelques micro-mareyeurs ont le privilège de disposer du poisson. Le gros des acteurs se tourne encore les pouces. Au même moment, des femmes, des bassines vides à côté d'elles, sont assises sur le perron et discutent tranquillement. Parmi ces femmes figure Marie-Jo Tendeng, la quarantaine révolue, et qui depuis belle lurette s'adonne au micro-mariage. Il n'y a plus de poisson, le poisson a monté, il est coûteux, on ne peut plus en acheter pour revendre, il n'y a plus rien. Et surtout les tapandeurs, à l'époque, on l'achetait à 35 000, mais la bassine va jusqu'à 50 000, on ne peut rien gagner là-dedans. Bokar Nian, plus connu sous le nom de Papi, c'est aussi un mareyeur. Debout sur le hangar, il évacue sa clientèle et confirme la morosité de ses activités. Il y a beaucoup de vent, la mer bouge trop, le poisson se fait trop rare. Les licences aussi, si on a déposé, ça peut prendre du temps. Les pirogues qui vont amènent peu de produits, ça ne peut pas suffire toute la population. Le service régional des pêches de Ziguinchor s'adonne sur une panoplie de facteurs pour expliquer cette rareté du poisson. Inspecteur Ibrahim Allo. C'est des espèces qui le plus souvent sont mareyées au niveau de la ville, à partir des zones de débarquement de Mbour, Joal, Saint-Louis, Kayar. C'est des apports extérieurs et une production parfois nous venant de Kafountine. Quand ce niveau de mareyage n'est pas au rendez-vous, comme c'est le cas ces derniers temps, le marché n'est pas bien approvisionné. Au-delà de la loi de l'offre et de la demande, les conditions climatiques et le processus de renouvellement des licences sont à l'origine de cette rareté du poisson. Les acteurs annoncent tout de même pour bientôt le retour à la normale. En attendant, les ménages doivent casquer fort pour se procurer le poisson noble. Ziguinchor, Younous Diédou pour Radio Sénégal. Des producteurs du département de Podor à l'école des SIPA, c'est-à-dire les sociétés d'intensification de la production agricole, le PRODAM, le projet de développement agricole de Matam, qui encadre ces sociétés, leur a permis de faire une visite d'échange à Nendori pour s'imprégner des techniques culturelles à l'UNTAL. Nendori, Tchambé et Boinaji, dans la région de Matam, abritent des modèles de SIPA que le programme donne en exemple. C'est ainsi qu'une vingtaine de producteurs de Aérelaou et de Bokédialoubi dans le département de Podor sont venus s'enquérir de l'expérience de ces sociétés d'intensification de la production agricole. Aram Top, experte en genre et communication au programme. Nous avons convoyé les 2 SIPA du département de Podor, à savoir la SIPA de Aérelaou et la SIPA de Bokédialoubi. Donc ces nouvelles créations vont entrer en production d'ici à peu près maximum 2 mois. Donc il fallait venir discuter avec les paysans de leur expérience par rapport à la commercialisation, par rapport à l'organisation et sur les aspects techniques aussi. Au cours de leur visite, les producteurs ont appris des méthodes culturelles qu'ils comptent mettre en œuvre dans leurs exploitations. Aboubakri Silla, gérant SIPA Aérelaou. J'ai appris beaucoup de choses. Tout d'abord, je connaissais tout simplement le nom de la SIPA. Mais aujourd'hui, je me suis permis d'avoir beaucoup de connaissances sur la SIPA. Et ça m'a enseigné beaucoup de connaissances qui vont me permettre de bien gérer aussi la SIPA d'Aérelaou. Le programme entend accompagner pour l'année 2016 quelques 44 sociétés d'intensification de la production agricole dans la région de Matam et le département de Podor afin de lutter contre la pauvreté. À l'UNTAL, Matam pour Radio Sénégal. Nous restons dans la zone nord du pays pour parler de la 38e édition de la Ziara de Cheikh Moussa Kamara. C'est ce jeudi à Ganguel, Soulé.
Cette manifestation religieuse de 2 jours coïncide cette année avec l'acquisition de matériel de numérisation pour la restauration des manuscrits et autres ouvrages du Cheikh. Le financement de ce projet est estimé à plus de 400 millions de francs CFA, nous dit Alpha Seydi. Le rêve est en train de se réaliser pour Thierno Bachir Camara. Le projet de centre dédié à son ancêtre Cheikh Moussa Camara, sur lequel il s'est beaucoup investi, connaît un début de concrétisation à Ganguel Soulé. Après la pose de la première pierre il y a moins d'1 an, le site vient d'être clôturé en dur. La construction du centre sera financée à hauteur de 411 millions, informe Thierno Bachir Camara, le calife de Ganguel Soulé. On a fait le plan du centre. Le ministre Mamadou Talla m'a aidé à avoir une audience avec le chef de l'État. On lui a montré le plan et on lui a fait part de l'état de détérioration des œuvres de Cheikh Moussa. Il nous faut 411 millions pour construire ce centre. Le président est prêt à nous aider dans cette tâche. Ce centre sera unique en son genre au Sénégal. Il sera outillé à restaurer tous les manuscrits légués par le Cheikh et d'autres manuscrits venus d'ailleurs. Le Sénégal ne dispose pas de centre de manuscrits. On retrouve les centres de manuscrits à Tombouctou, à Dubaï, en Tunisie. Si le centre est érigé, c'est pour restaurer et sauvegarder les œuvres de Cheikh Moussa Camara et celles léguées par d'autres chefs religieux. Avant la construction du centre, le travail de restauration manuelle et numérique a démarré. Ainsi, plus de 200 ouvrages, dont les 37 manuscrits de Cheikh Moussa Camara, ont été restaurés et catalogués, cela grâce à du matériel et des produits acquis de partenaires saoudiens. Alpha Seydi, Matam, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'est adressé hier au Parlement européen à Strasbourg. À cette occasion, il a remercié l'Union européenne pour son aide dans la lutte contre Boko Haram. Mohamed Buhari a salué les efforts de son gouvernement pour vaincre la secte islamiste en dépit des attaques meurtrières des insurgés au nord du Nigeria. Au Burundi, le ministère public a fait appel du verdict rendu dans le procès de la tentative de coup d'État des 13 et 14 mai 2015. Le parquet, qui avait requis la prison à vie pour les 28 soldats et policiers poursuivis dans ce dossier, s'est déclaré non satisfait de l'arrêt rendu par le premier juge. Conflit syrien, une conférence des pays donateurs pour les réfugiés s'est ouverte aujourd'hui à Londres. Des dirigeants du monde entier, dont le Premier ministre britannique David Cameron, la chancelière allemande Angela Merkel et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, vont tenter dans la capitale britannique de lever 9 milliards de dollars en faveur des 18 millions de Syriens victimes de la guerre en Syrie. Et puis la rapide expansion de l'épidémie Zika a créé un climat d'inquiétude mondiale. 14 pays d'Amérique latine se sont engagés à lutter ensemble contre le virus. Face au danger, l'Organisation mondiale de la santé a appelé hier l'Europe à contrer toute prolifération du moustique transmetteur du virus. Enfin, au Yémen, si l'on en croit une source officielle, un important chef d'Al-Qaïda aurait été tué par un drone américain. L'actualité des sports, c'est avec Tanda Khandiaï. Bonjour. Bonjour, Ibrahim Sadi. Direction le Rwanda pour parler du CHAN 2016. La deuxième demi-finale se joue cet après-midi. Oui, et dans un peu plus de 30 minutes, elle opposera le Mali à la Côte d'Ivoire. Un choc ouest-africain très attendu en Afrique centrale. Côte d'Ivoire-Mali s'affrontent à partir de 14h pour une place en finale de la 4e édition du CHAN. Notre consultant technicien du football, Chertijan Butey, pense que les deux formations partent à chance égale. Nous l'écoutons au téléphone de Benoît Badian. Ce choc sera le plus indécis en tenant compte des performances des deux équipes. Ça veut dire que le Mali a créé une surprise pour moi par rapport aux Tunisiens qui avaient déjà montré un vrai visage et qui constituait l'une des plus belles attaques, en tout cas du premier tour. Mais je pense que si le Mali restitue la performance de la deuxième mi-temps
où véritablement il y avait tout ce qu'on voulait voir dans le contenu, l'équilibre collectif, la cohésion, l'allant, beaucoup de variations et de vitesse. Et en sus des solutions individuelles, si le Mali nous répète ça, je pense qu'ils ont les moyens de gagner ce match. Mais face à une équipe de la Côte d'Ivoire qui est l'équipe la plus convaincante par rapport au dernier match. Donc ça va être extrêmement difficile parce que c'est une équipe qui est très bien organisée derrière. Je veux parler défensivement, ça veut dire que c'est un match indécis. Chaque équipe a la chance en tout cas d'aller en finale. Mais je pense que par rapport aux deux prestations que nous avons vues lors des quarts de finale, je pense que la Côte d'Ivoire sera quand même favorite parce que déjà, l'équipe a beaucoup plus de métier, l'équipe a plus d'expérience par rapport à la compétition, mais le Mali aussi ne part pas vaincu. Voilà, cher Tidjane Biteye, il faut noter qu'hier, la République démocratique du Congo s'est qualifiée aux dépens de la Guinée-Conakry au tir au but 5-4 après prolongation. Les deux équipes étaient à égalité, un partout au temps réglementaire. Du football chez nous, Ligue 1, Orange Tandakha, qui va observer donc cette Ligue 1, va observer une pause de 2 semaines, mais une pause qui n'est pas du goût de certains clubs. Oui, et certains clubs, en tout cas, pour certains clubs, ce sera une occasion, pour d'autres de se relancer, mais aussi d'autres, c'est tout à fait l'inverse. Le Casa Sport de Ziguinchor n'approuve pas du tout la décision de la Ligue professionnelle de football de suspendre le championnat jusqu'au 16 février pour l'encadrement technique du club leader de la Ligue 1 après 11 journées. Les textes du règlement de la Ligue Pro sont suffisamment clairs. Demba Matadiaï Dixit, il nous en dit plus au micro de Madi Sissoko. Notre position géographique nous indique l'arrêt du championnat n'est pas bénéfique pour nous parce que vu notre position géographique, nous sommes presque la seule équipe de Ligue 1 dans cette zone, c'est à l'instar de la Linguère de Niambour. Par contre, quand vous prenez par exemple une équipe comme Djambar, une équipe comme Djara, Djara peut jouer pendant ces 15 jours, chaque 5 jours contre une équipe. Nous, si nous devons gérer cette rêve, on doit aller soit à Guinée-Bissau, soit aller en Gambie, mais aller éviter une équipe de Guinée-Bissau avec une équipe de Gambie avec tous les charges. Ça ne nous arrange pas. Bon, le règlement est clair. Quand une équipe a plus de 4 internationaux qui demandent le report de 2 matchs, et on continue. Ça a toujours été ça, mais depuis l'année passée, je crois que pour 2 matchs seulement, parfois un match, on arrête le championnat. Bon, ça aussi, c'est des excuses, mais c'est pas du tout ça. Les équipes qui ont plus de 2 internationaux, n'ont qu'à demander le report. Bien, elles jouent en 2011, quand l'équipe nationale locale allait au Chili, le Casa avait 6 joueurs, le Casa a joué. On va demander le report de son match, il a joué. Je ne comprends pas. Il n'y a que Djamba qui a 7 joueurs, et Djara a 3 joueurs, les autres n'ont que 2. Seul Djamba et Djara, vous voulez demander le report de match. Ça allait de match de retard, et on continue. Ça, c'est une seule quoi. Mais ça ne nous arrange pas, nous. Ça veut dire que ça a des conséquences sur le maintien de la vitesse de forme et la vitesse d'exécution des joueurs. Vous savez, entre la compétition et les matchs amicaux, il y a toute une différence. Quand tu vas jouer un match amical, l'impact du match, rendement ne sera pas le même, l'adversité n'est pas la même, l'opposition est raisonnée. Or, le jour du match, la compétition, l'opposition n'est pas raisonnée, l'opposition est réelle. À votre niveau, coach, qu'est-ce que vous allez proposer à la place? On va s'entraîner pour ce week-end et souffler, et le week-end prochain, essayer de trouver un match, soit avec les Gambie ou inviter l'équipe de Guinée-Bissau, ou aller même à Bissau, au cas prochain. Voilà, Demba Ramata, le coach du Casa Sport, pas du tout content après ces décisions donc prises par la Ligue 1 d'observer une pause de 2 semaines dans le cadre donc de ce championnat. En Europe, Tandakha, on a joué hier des matchs avancés dans les grands championnats. Et on commence par l'Italie, la 23e journée de la Série A et Naples qui tient toujours la route, donc leader, en battant l'équipe des Romains de la Lazio sur leur terrain 2-0. L'autre dauphin, il s'agit bien sûr de la Juventus qui s'impose 1-0 contre l'équipe de Genoa. La Fiorentina, 3e, a battu Carpi 2-1. L'Inter Milan est donc s'est imposé devant Chievo Vérone 1-0. AC Milan vainqueur sur le terrain de Palerme 2-0. Il y a eu 2 nuls entre la Sampdoria de Gênes et Torino 2-2. Empoli Udinese 1-1. En France, 24e journée, cet après-midi à Rennes reçoit Saint-Etienne. Hier, le Paris Saint-Germain, encore fringant, toujours inamovible, a donc séduit et le leader a tapé fort 3-1 contre Lorient. 2 clubs se sont écroulés. Bordeaux battu 0-3 par Lyon et 3 qui a coulé 0-4 contre Guingamp. En Angleterre, la 24e journée, Watford de Chelsea, match nul blanc. Everton qui fait tomber Newcastle 3-0. On termine par l'Espagne et là-bas, c'est plus
tôt la coupe, les demi-finales de la Coupe du Roi. Demi-finale aller cet après-midi, le FC Séville accueille Celta Vigo et hier le Barça véritablement. En première demi-finale, s'est complètement promené devant l'équipe de Valence. C'est donc du lourd. Ibrahima Sadi, 7-0. C'est-à-dire résumer les deux matchs en un. Exactement. Voilà, on parle des sports de combat, on parle des arts martiaux. Oui, et après le judo, c'était la semaine dernière avec les nationaux de Ziguinchor, place au taekwondo avec 4 tireurs qui ont rallié Agadir, c'est au Maroc. C'est pour le compte du tournoi de qualification olympique qui débute demain et jusqu'au 7 février. Baledjei, Goram Kare chez les hommes, Binte Djedjou et Khadifal du côté des dames. Objectif décrocher 4 titres pour Rio 2016, ce ne sera pas facile. Et puis, on se profile à l'horizon, l'Open du Bawol, c'est donc du karaté, la 7e édition du nom, samedi au Théâtre de Verdure à Diourbel. Rappelons que l'initiateur de ce programme n'est autre que l'ancien champion du monde de karaté en 2000 en Allemagne. Il s'agit de Mamadou Alignaï. On termine avec les écoles de football et que la 2e édition de la finale dimanche à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Dieuppeul, 10h30, la finale Pupi Marsin Sport Barça Kermassar, c'est donc l'affiche de ce dimanche. Et puis une nouvelle en provenance de Kaolack, le terrain du CEDEPS vient d'être homologué par la commission technique de la Fédération de basketball et donc pour le compte de la 3e journée du National E de basket féminin, l'équipe de Kaolack Basket reçoit samedi sur ce terrain la SCC Bop et ceci justement cette nouvelle de Elaji Khan Kaolack siffle. Ibrahima Sadi, la fin de cette page des sports. C'était les sports avec Tanda Khanyai. Merci à vous. La dernière note de cette édition, c'est la revue de presse qui porte la signature de Aaron Diouf. La bataille par presse interposée est créée du quotidien pour le contrôle des places de l'indépendance et de la nation, ex-place de l'obélisque opposant le ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie à la ville de Dakar est loin de connaître son épilogue. Oui, avec la réplique de Diène Farbassar suite aux accusations du maire de la capitale, lui qui parle dans les colonnes du quotidien national de projets fictifs chimériques et qui relève de la politique politicienne. Alors, même si dans les colonnes du Populaire, ils sont nombreux ces experts ou acteurs des collectivités locales dans la presse qui donnent raison à Khalifa Sall. Mais le règlement du bras de fer entre la mairie de Dakar et le ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, selon mes confrères de l'Observateur, ne sera pas une mince affaire. La raison explique le journal parce que tout comme Khalifa Sall, Diène Farbassar tient à son indépendance pour faire allusion bien sûr à l'ex-place Proté. Du coup, dans son décryptage du jour intitulé La continuité dans les rapports heurtés, mairie de Dakar, pouvoir dans le camp du maire où on a l'impression, note Walf Quotidien, que les gouvernements passent et se ressemblent tant la cohabitation, constate Walf, est exécrable entre l'exécutif et la municipalité contrôlée par un opposant. Ouad et le recasement des marchands ambulants hier, Diène Farbassar aujourd'hui avec cette polémique sur l'embellissement de la place de l'indépendance. L'analyse à présent de mes confrères billettistes, en tout cas pour Sambalar du Populaire, dans leur tête, il faut affaiblir Khalifa Sall, bloquer tous ses projets pour lui briser les ailes et compromettre son envol vers le palais. Dans cette future bataille, cette bataille entre le maire de Dakar et le pouvoir central peut bien, si l'on en croit, Birima de la Tribune, se terminer en défaveur de l'édile de la capitale si on analyse uniquement cette confrontation sous l'angle de l'État détenteur du monopole de la violence légitime. Mais dans la perspective des futures échéances électorales, souligne la Tribune, on se rend bien compte que Macky Sall travaille inconsciemment pour Khalifa Sall, surtout ajoute Samba Alar avec ses affaires qui se multiplient et la tension qui monte. Résultat, les seconds couteaux du chef de l'État qui vont à l'assaut de celui qui a été démocratiquement choisi par les Dakarois risque, avertir la Tribune, de se casser les dents et desservir le président qui, selon mon confrère, a moult choses beaucoup plus importantes à régler. Lui également a des choses à régler. Karim Meïssa Wade qui revient en force dans les colonnes de vos journaux ce matin avec sa saisine de la justice française, selon le quotidien qui repose le débat sur la recevabilité de sa candidature. Son avocat, selon Sucre Salé du journal, qui a déclaré à la face du monde que Karim est né français et qu'il n'est devenu sénégalais qu'en 2002. Comment alors, se demande mon confrère, pourrait-il espérer être porté démocratiquement à la tête de ce pays quand Karim
Karim hypothèque les chances de Karim, ironise Libération Quotidien à sa une. Ainsi, Karim Wade non éligible déclare Sud Quotidien qui se fie à l'article 28 de la Constitution. Article qui stipule que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Et ironie de l'histoire, conclut Sud, c'est en 2001 que l'adverbe exclusivement a été introduit dans la charte fondamentale du Sénégal par un certain Maître Abdoulaye Wade. Voilà, ainsi se referme cette édition. Je vous rappelle ses principales composantes. Le cancer, un véritable problème de santé publique. Au Sénégal, 6800 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Ce 4 février est célébrée la journée mondiale contre cette pandémie. Khalifa Sall qui sonne la mobilisation dans le cadre de son différend avec le ministre du cadre de vie sur la gestion de la place de l'Indépendance. Le maire de Dakar a appelé à un rassemblement cet après-midi devant l'hôtel de ville. Le professeur Mayacine Diagne, spécialiste en décentralisation, parle d'enchevêtrement des compétences et en appel à l'arbitrage du chef de l'État. Enfin, 50 millions de dollars pour accompagner la finance digitale. Annonce de la Banque africaine de développement à l'ouverture ce matin d'une table ronde ici à Dakar. Il faut dire que les transferts financiers via le téléphone mobile dans l'espace IMOA sont évalués en 2015 à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Mise en nom de cette édition, Amadou Ndiaye à la réalisation, Pape Malik Ndaw, André Noël Tchandoum, centre de modulation à Lindoy.